J'ai porté ces lourds sacs de course dans le deuxième bus de la soirée, les jambes tremblantes d'épuisement après 14 heures de travail. Mes mains gercées agrippaient les poignées en plastique qui me rentraient dans la peau, tandis que le chauffeur me regardait avec impatience. C'était mon deuxième travail de la journée, et je devais encore rentrer pour cuisiner, faire le ménage et écouter les mêmes plaintes. À 64 ans, j'étais la seule à maintenir la maison à flot. Pendant ce temps, mon fils de 35 ans, Rodrigo, et ma belle-fille de 30 ans, Patricia, étaient allongés sur le canapé depuis 2 ans. 2 ans sans travailler, 2 ans à vivre de mon maigre salaire, 2 ans à me traiter comme leur domestique personnel. Le bus s'est vite rempli, et je me suis retrouvée debout, oscillant avec ses sacs pesant comme des pierres. Mes chaussures usées pressaient mes pieds gonflés, et je sentais une sueur froide me couler dans le dos. Les gens me bousculaient sans s'excuser, comme si j'étais invisible, comme si une vieille dame portant des courses ne méritait même pas un regard compatissant. Mais j'y étais déjà habituée. Toute ma vie avait été comme ça, invisible pour tous, utile uniquement pour travailler et dépenser mon argent pour les autres. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de ne pas penser à ce qui m'attendait à la maison. Rodrigo serait allongé sur le canapé, la télévision à fond, entouré de vaisselle sale et de bouteilles de bière vides. Patricia serait à ses côtés, se vernissant les ongles ou regardant des vidéos sur son téléphone avec cette expression agacée qu'elle arborait à chaque arrivée. Ni l'une ni l'autre ne bougerait pour m'aider à porter les sacs. Ni l'une ni l'autre ne me demanderait comment s'était passée ma journée. Elles s'attendaient juste à ce que je prépare le dîner, fasse leur lessive et nettoie le désordre qu'elles avaient laissé partout dans la maison. Mes yeux se sont remplis de larmes de rage et d'épuisement, mais je les ai retenues. Je ne pouvais pas pleurer là, dans ce bus rempli d'inconnus. Il fallait que je sois forte, comme toujours. Il fallait que je continue, car si je ne le faisais pas, qui d'autre le ferait? Mon mari était décédé 5 ans plus tôt, et depuis, je gérais tout seul. Seul avec les factures, seul avec la maison, seul avec la responsabilité de subvenir aux besoins de 2 adultes qui refusaient de grandir. C'est alors que j'ai entendu la nouvelle. Un homme assis 2 sièges plus loin parlait au téléphone, sa voix clairement audible par-dessus le bruit du moteur. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais quelque chose dans son ton pressant m'a fait tendre l'oreille. Il parlait doucement, mais je comprenais chaque mot. Oui, Teodoro, j'en suis sûre. Le nom de famille correspond parfaitement. Elsa Moral, 64 ans, habite le quartier de San Miguel. C'est la seule héritière que nous n'ayons pas encore localisée. Mon cœur s'est arrêté un instant. C'était mon nom, mon âge, mon quartier. L'héritage est considérable. On parle de plus de 2 millions de dollars. Son oncle paternel l'a désignée comme bénéficiaire principale dans son testament, mais nous essayons depuis des mois. Les sacs ont failli me tomber des mains, mes jambes se sont transformées en gelée, et j'ai dû m'accrocher à la barre métallique pour ne pas tomber. Ce chiffre résonnait dans ma tête comme une lointaine réverbération. Moi, qui cumulais 2 boulots pour gagner à peine 300 dollars par mois, qui comptais chaque centime pour acheter à manger, qui portais des vêtements d'occasion et des chaussures déchirées. Moi, la femme invisible que personne ne respectait, que tout le monde considérait comme un fardeau. L'homme continuait de parler. Demain, nous irons à son adresse. Espérons qu'elle soit là. Cette femme n'a aucune idée de ce qui l'attend. Sa vie est sur le point de changer à jamais. Il a raccroché et a regardé par la fenêtre, complètement inconscient du tremblement de terre qu'il avait déclenché en moi. Je me suis figée, digérant ce que je venais d'entendre. Était-ce possible? Après tant d'années de souffrance, d'humiliation, de travail acharné, la vie me donnait enfin une chance. Mais soudain, une voix cruelle dans ma tête me murmura que c'était peut-être une erreur, qu'il y avait peut-être une autre Elsa Moral, que je ne méritais pas une telle chance. Le bus freina brusquement et je faillis perdre l'équilibre. Mon arrêt approchait, et avec lui, mon retour à la réalité. Rodrigo et Patricia m'attendraient avec un air agacé, me demandant ce que j'avais apporté pour le dîner, exigeant que je les serve comme d'habitude. Mais pour la première fois depuis des années, quelque chose avait changé en moi. Cette conversation avait semé une graine d'espoir dans mon cœur flétri. Je descendis du bus avec mes lourds sacs, mais mes pas avaient une énergie différente. Mes yeux, qui quelques secondes auparavant s'étaient remplis de larmes d'épuisement, brillaient maintenant d'un nouvel éclat. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je sentais que mon histoire allait prendre une tournure que personne, surtout Rodrigo et Patricia, n'aurait pu imaginer. Je descendais cette rue sombre avec mes sacs, mais chaque pas me rapprochait d'une réalité que je connaissais déjà par cœur. Ma maison à 2 étages, qui avait fait ma fierté du vivant de mon mari, paraissait maintenant négligée et triste. Les fenêtres sales, le jardin envahi par la végétation, la peinture écaillée sur les murs. Tout reflétait l'abandon dans lequel nous vivions depuis que Rodrigo et Patricia avaient transformé ma maison en leur havre de paix.
Avant d'ouvrir la porte, j'entendis le volume sonore extrêmement fort de la télévision et des rires idiots venant de l'intérieur. Comme toujours, mes locataires, qui bénéficiaient d'une gratuité de loyer, profitaient de leur jour de congé. Le 730e jour consécutif, pour être exact. J'inspirais profondément, gardais au fond de moi le secret que je venais de découvrir, et poussais la porte de ma propre maison. Le décor qui m'accueillit était le même que d'habitude, mais après ce que j'avais entendu dans le bus, je le voyais avec un regard différent. Rodrigo était affalé dans mon fauteuil préféré, celui que j'avais acheté avec tant d'efforts 10 ans plus tôt, ses pieds nus et sales posés sur la table basse. Son ventre proéminent dépassait sous un t-shirt taché qu'elle portait depuis 3 jours. À côté d'elle, Patricia était allongée comme une reine, occupant tout le canapé 3 places, ses cheveux gras attachés en queue de cheval désordonnée, les yeux rivés sur son téléphone. « Te voilà enfin, ma vieille », grommela Rodrigo sans même me regarder. « Je croyais que tu étais morte en chemin. Que as-tu apporté pour le dîner? J'espère que ce n'est pas encore un de tes repas de pauvre bon marché. » Sa voix avait ce ton méprisant qu'il avait perfectionné au cours de ses 2 années de parasitisme professionnel. Patricia rit de bon cœur, sans lever les yeux de son écran. Je laissai tomber les sacs par terre dans la cuisine, sentant mes bras se soulever du poids qui m'avait accompagné pendant 2 heures dans les transports en commun. Mes mains tremblaient légèrement, non pas d'épuisement cette fois, mais d'une émotion étrange que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ressentais du pouvoir, la possibilité du pouvoir, mais je décidai qu'il valait mieux faire comme d'habitude, du moins pour l'instant. J'apportai du poulet et du riz. J'ai dit d'une voix étouffée qu'ils avaient appris à attendre de moi. Ce sera prêt dans 20 minutes. Patricia a ricané avec dédain depuis le canapé, comme si mon offre était une insulte personnelle à son palais raffiné. Raffiné, bien sûr, le palais d'une femme qui n'avait pas cuisiné d'œufs depuis 2 ans. « Maman » m'a crié Rodrigo depuis le salon. On était en rupture de bière hier, et aujourd'hui j'ai dû boire de l'eau comme un paysan. La prochaine fois que tu sors, amène 2 caisses pleines, pas cette marque bon marché que tu achètes. Patricia et moi méritons mieux. Son ton était celui d'un patron donnant des ordres à son employé, pas celui d'un fils parlant à sa mère. Mais j'y étais habituée. J'avais depuis longtemps cessé d'être leur mère pour devenir leur soutien personnel. En déballant mes affaires, j'ai regardé la maison avec un regard totalement nouveau. Ces meubles que Rodrigo et Patricia utilisaient comme s'ils étaient les leurs, ces lits dans lesquels ils dormaient sans payer un centime de loyer, cette nourriture que j'achetais à la sueur de mon front en travaillant 14 heures par jour. Tout cela était à moi. La maison était à mon nom, je payais les factures, même l'électricité et l'eau qu'ils gaspillaient provenaient de mon porte-monnaie. Patricia se leva du canapé avec la grâce d'un phoque et se dirigea vers la cuisine, traînant ses pantoufles roses qui avaient connu des jours meilleurs. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, me regardant comme si j'étais un animal de zoo l'amusant de mes mouvements. Elsa me l'a dit avec ce petit sourire malicieux que je détestais tant. Ma mère m'a dit que Madame Diana, ta voisine, avait trouvé un emploi de bureau pour sa fille. Elle gagne environ 5 cents $ par mois. Imagine. Pendant ce temps, tu travailles comme un fou pour à peine apporter des miettes à cette maison. Elle rit de sa propre remarque, savourant chaque mot qui sortait de sa bouche venimeuse. C'est pourquoi Rodrigo et moi pensons qu'il est temps que tu trouves un 3e emploi. On a besoin de plus d'argent pour vivre mieux. On ne peut pas continuer à manger du poulet et du riz tous les jours comme des mendiants. Son air suffisant me donnait la nausée. Cette femme qui n'avait pas levé le petit doigt depuis 2 ans, qui se levait à midi et se couchait devant la télévision, exigeait que je travaille plus dur pour maintenir son train de vie de princesse. Rodrigo apparut dans la cuisine, probablement attiré par l'odeur des conversations, chose cruelle qu'elle appréciait tant. Elle se dirigea vers le réfrigérateur, l'ouvrit et regarda l'intérieur avec un air déçu, comme si elle s'attendait à trouver un banquet 5 étoiles au lieu des restes que j'avais achetés avec mes pourboires. « Regarde ça, Patricia », dit-elle en désignant le réfrigérateur presque vide. Voilà ce qui arrive quand une vieille femme inutile gère l'argent du ménage. Il n'y a rien à manger ici. Mes amis se moquent de moi quand je leur raconte comment nous vivons. Ils disent que ma mère est une perdante qui ne pourrait jamais nous offrir une vie décente. Ces mots me transpercèrent comme des couteaux, mais cette fois, ils ne me firent pas aussi mal qu'avant. Cette fois, derrière la douleur, quelque chose de plus fort grandissait dans ma poitrine. Une certitude, une promesse silencieuse que tout allait bientôt changer. Tandis qu'il parlait, je me souvins de la voix de cet homme dans le bus. Sa vie est sur le point de changer à jamais. Rodrigo a raison, continua Patricia, encouragée par le soutien de son complice. Regarde comment tu vis, Elsa. Chaussures déchirées, vieux vêtements, travailler comme une esclave. N'as-tu pas honte? À ton âge, j'aurais déjà trouvé un moyen de vivre mieux, mais je suppose que certains sont nés pour être pauvres et se contenter de miettes.
Il se pencha vers moi avec ce sourire cruel qu'il avait perfectionné au fil de ces années de cohabitation forcée. C'est pour ça qu'on est là pour prendre soin de toi, pour que tu ne fasses plus de bêtises avec le peu d'argent que tu as. On est comme tes tuteurs, tu comprends? Sans nous, tu vivrais probablement dans la rue. Rodrigo hocha fièrement la tête, comme si Patricia venait de prononcer les paroles les plus sages du monde. Il versa le dernier verre de jus qui restait dans le réfrigérateur et me regarda avec cette expression supérieure qu'il avait héritée de son père, mais appliquée de la manière la plus méprisable qui soit. Exactement, maman. Patricia et moi sommes ton salut. Imagine ce que serait ta vie sans qu'on prenne soin de toi, qu'on te tienne compagnie. Tu serais une vieille dame solitaire qui se parle à elle-même dans cette maison vide. Tu devrais être reconnaissante qu'on te permette de nous servir. Cela donne un sens à ta misérable vie. J'ai fini de déballer les courses, j'ai tout rangé et j'ai allumé le feu pour préparer leur dîner. Ils étaient là, attendant que je réagisse par des larmes ou des supplications, comme les autres fois, que je m'excuse d'être un fardeau, que je promette de travailler plus dur, que je les remercie de leur générosité en vivant gratuitement chez moi. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, tandis que je coupais le poulet et lavais le riz, un tout petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres, si petit qu'ils ne pouvaient pas le voir, car j'avais un secret qu'ils ignoraient, un secret qui allait tout changer. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que la vengeance n'était pas un rêve impossible. Le lendemain matin arriva comme tous les autres de ces 2 années infernales. Mon réveil sonna à 5 heures du matin, et je sortis de mon lit dur et froid pour commencer une nouvelle journée de travail de 14 heures. Rodrigo et Patricia dormaient encore dans leur chambre, celle qui était autrefois ma chambre d'amis et qui était devenue leur palais personnel. J'entendais leurs ronflements à travers les murs fins, ces sons de 2 personnes dormant sans souci, sans responsabilité, sans la moindre culpabilité pour la vie qu'elles menaient. J'ai enfilé mon uniforme de travail, ce chemisier blanc que j'avais lavé tant de fois qu'il était déjà gris, et ma jupe noire trouée, dont j'avais raccommodé la couture avec un fil d'une autre couleur, faute d'argent pour en acheter un assorti. Mes chaussures noires, les seules que je possédais, étaient si usées que je sentais le froid du trottoir à travers les semelles cassées. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, en me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu quelque chose de nouveau dans mes yeux, une étincelle éteinte depuis des années. Je suis sortie de la maison en silence, comme toujours, pour ne pas réveiller les rois de la paresse. L'air froid du matin me fouettait le visage, mais je me dirigeais vers l'arrêt de bus d'un pas plus ferme que d'habitude. Tout au long du trajet jusqu'à mon premier travail, je n'arrêtais pas de penser à cette conversation surprise. Était-ce vrai? Cet héritage existait-il vraiment, ou n'était-ce qu'une cruelle coïncidence de nom? Je suis arrivée au restaurant où j'avais travaillé comme serveuse pendant 3 ans, un petit endroit crasseux où les clients me traitaient comme si j'étais un simple meuble. Mais ce jour-là, tandis que je servais le café et débarrassais les tables, j'avais l'esprit ailleurs. J'imaginais la tête de Rodrigo et Patricia lorsqu'ils apprendraient que leur vieille dame inutile était millionnaire. Cette image me faisait sourire tandis que je ramassais la vaisselle sale et que je supportais les cris du cuisinier. À la fin de mon service à midi, je ne suis pas allée directement à mon 2e emploi comme d'habitude. Cette fois, j'ai pris une décision impensable. Hier, je suis allée à la bibliothèque publique pour utiliser les ordinateurs gratuits et me renseigner sur les héritages et les testaments. J'avais besoin de savoir si ce que j'avais entendu pouvait être vrai. Pendant 2 heures, j'ai lu des articles sur des procédures judiciaires, des recherches d'héritiers et des cas similaires à celui que j'avais peut-être eu. Mon cœur battait plus vite à chaque page. Tout semblait indiquer que ces choses-là arrivaient dans la vraie vie, qu'il existait des entreprises spécialisées dans la recherche d'héritiers perdus, que les héritages de millions de dollars de parents éloignés n'étaient pas réservés aux films. En arrivant à mon 2e emploi, un bureau où je rangeais après tout le monde, j'étais dans une toute autre dynamique. Pendant que je passais l'aspirateur et vidais les poubelles, ma tête tournait à toute vitesse. Si c'était vrai, si je devais vraiment recevoir une telle somme, quelle serait la première chose que je ferais? Comment réagirais-je face à Rodrigo et Patricia? Leur laisserais-je une chance de se racheter ou les mettrais-je dehors immédiatement? Je suis rentrée chez moi après 22 heures, plus tard que d'habitude à cause de mon passage à la bibliothèque. La scène qui m'attendait était encore pire que la veille. Rodrigo et Patricia avaient décidé d'inviter quelques-uns de leurs amis d'Holgazan, et mon salon était rempli de gens que je ne connaissais même pas, buvant ma bière et mangeant mon repas. Regardez qui est là. Patricia pleura d'une voix pâteuse. Elle avait visiblement bu depuis le petit matin. La reine de la propreté. La femme qui travaille tellement qu'elle n'arrive même plus à temps chez sa famille. Ses amies riaient comme des folles, toutes des femmes de mon âge qui semblaient avoir trouvé le secret pour vivre sans travailler. Rodrigo était assis dans mon fauteuil préféré, entouré de 3 hommes qui semblaient être des versions encore plus détériorées de lui-même. Ils avaient tous ce regard perdu de quelqu'un qui n'a rien fait de productif depuis des années,
cette arrogance vide de quelqu'un qui prend la paresse pour l'intelligence. Mes amis, voici ma mère, dit Rodrigo avec un sourire moqueur. La femme qui nous soutient, Patricia et moi, parce que nous sommes trop intelligents pour travailler comme elle. N'est-elle pas adorable? Ses amis rirent de bon cœur, comme si je leur avais raconté la blague la plus drôle du monde. Une grosse femme aux cheveux teints en roux s'approcha de moi, un verre à la main, en titubant légèrement. Oh, ma chère, tu es un tel sacrifice. Travailler si dur à ton âge pour subvenir aux besoins de ses enfants. Même si, à ta place, je les aurais mis à la porte, je suppose que tu n'as pas le courage de faire une chose pareille. Ma mère est vraiment bien, interrompit Patricia depuis le canapé de cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait être particulièrement cruelle. Tellement bien qu'elle nous laisse même vivre gratuitement dans sa modeste petite maison. Pas vrai, Elsa? Dis à mes amis combien tu gagnes par mois pour qu'ils sachent de quel niveau de vie on parle. Le silence qui suivit fut accablant. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant ma réponse. Certains avec moquerie, d'autres avec pitié, mais tous avec cette supériorité de quelqu'un qui se sent mieux que moi. J'ai senti mes joues brûler de honte et de colère, mais quelque chose en moi restait inébranlable. Le secret que je portais était comme un bouclier invisible qui me protégeait de leurs paroles. « Allez, maman » a insisté Rodrigo, savourant l'instant. « Ne sois pas timide. Dis-leur combien d'argent tu rapportes à la maison chaque mois. Raconte-leur comment tu vis de bout en bout. Monnaie après monnaie, mes amis sont curieux de rencontrer la femme la plus pauvre du quartier. L'un d'eux, un homme chauve avec une bedaine de bière, a ri si fort qu'il a recraché de la bière. Sérieux, ta mère subvient aux besoins de toute la famille en faisant le service et le ménage. Quelle chance! Je dois travailler pour subvenir à mes besoins. Ah, mais vous ne comprenez pas, a poursuivi Patricia, visiblement ravie d'être au centre de l'attention. Elsa n'est pas seulement notre soutien financier, c'est aussi notre femme de ménage. Elle cuisine, fait le ménage, la lessive et les courses. C'est comme avoir une femme de ménage qui vous paie pour travailler pour vous. Des éclats de rire retentirent dans mon salon, ces rires cruels qui me transperçaient les oreilles comme des poignards. Une amie de Patricia, une femme maigre aux dents jaunes, applaudit sarcastiquement. Qu'ils sont intelligents. Ils ont trouvé le moyen idéal de vivre sans effort. Pourtant, la pauvre vieille, travailler si dur pour subvenir aux besoins de deux adultes paresseux doit être très dur. Paresseux que je suis, protesta Rodrigo avec une indignation feinte. Je ne suis pas paresseux, je suis sélectif. Je ne vais travailler nulle part pour des miettes comme elle. J'attends l'opportunité parfaite, le travail que je mérite vraiment. En attendant, ma mère peut nous soutenir. C'est à ça que servent les mères, non? Patricia se leva du canapé et s'avança vers moi avec ce sourire venimeux que je connaissais. Elle se tenait tout près, si près que je sentais l'alcool dans son haleine. Et puis, on lui rend service en restant ici. Imaginez à quel point cette pauvre femme serait seule sans notre compagnie. Qui d'autre voudrait vivre avec quelqu'un d'aussi ennuyeux et malheureux? C'est vrai, ajouta Rodrigo, encouragé par les rires de son auditoire. Sans nous, cette maison serait un cimetière. Nous lui apportons vie, joie, sens. Elle devrait nous récompenser pour le service que nous lui rendons. Ses amis éclatèrent de rire à nouveau, comme si elle venait de dire quelque chose de brillant. Je restais là, sur le seuil de ma propre maison, mon sac de travail à la main, à regarder un groupe d'inconnus se moquer de ma vie dans mon salon, sentant mes années de sacrifice devenir le divertissement nocturne d'une bande de parasites. Mais cette fois, même si mes yeux se remplirent de larmes d'humiliation, même si mes mains tremblaient de rage, même si j'avais envie de hurler à en perdre la voix, je ne dis rien. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir m'effondrer. Je n'ai pas laissé leurs mots me détruire comme tant d'autres fois, car j'avais quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose dans ma manche qui allait tout changer. Et tandis que je montais l'escalier menant à ma chambre, écoutant leurs rires se moquer de ma retraite, un petit sourire sincère se dessina sur mes lèvres. Très bientôt, très bientôt, ces rires se transformeraient en larmes, et cette fois, c'était moi qui souriais. Le lendemain, à 14 heures précises, on sonna à ma porte. J'étais dans la cuisine en train de préparer un déjeuner simple, car c'était mon jour de congé de mon premier emploi, lorsque j'entendis ce bruit qui me coupa le cœur. Rodrigo et Patricia étaient à leur place habituelle sur le canapé, regardant la télévision et mangeant la pizza qu'ils avaient commandée avec l'argent que j'avais mis de côté pour les urgences. « Maman, va ouvrir !» cria Rodrigo sans bouger d'un pouce. « C'est sûrement quelqu'un qui vend quelque chose qu'on ne peut pas acheter. » Patricia rit à sa remarque, comme si elle était la personne la plus spirituelle du monde. Aucun de nous n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Je marchais jusqu'à la porte, les jambes tremblantes, en essuyant mes mains moites sur mon vieux tablier. À travers la vitre dépolie,
Je distinguai la silhouette d'un homme élégant vêtu d'un costume sombre. Ma respiration s'accéléra tellement que je crus m'évanouir sur place. Était-ce lui? Était-ce la personne qui était au téléphone dans le bus? J'ouvris lentement la porte, et il était là. Un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris parfaitement peignés, vêtu d'un costume noir impeccable et arborant un sourire à la fois professionnel et amical. Il tenait à la main une serviette en cuir qui semblait contenir des documents importants. À côté de lui se trouvait un autre homme plus jeune, également en tenue formelle, qui semblait être son assistant. « Madame Elsa Morale ?» demanda le plus âgé d'une voix claire et polie. Son accent était raffiné, complètement différent des voix que j'avais l'habitude d'entendre dans mon quartier. « Je m'appelle César Mendoza. Je suis avocat spécialisé en droit des successions. Voici mon collègue Teodoro Vasquez. Pourrions-nous vous parler en privé? Nous avons une nouvelle très importante à vous annoncer. » J'ai failli céder en entendant leurs noms. César et Teodoro, les mêmes noms que j'avais entendus lors de cette conversation téléphonique qui avait changé ma vie. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination, c'était la réalité. Tout était bien réel. Bien sûr, j'ai réussi à murmurer, même si ma voix ressemblait à un croassement. « Entrez, s'il vous plaît. » Je les ai invités à entrer, mais à cet instant, je me suis souvenu du désordre que Rodrigo et Patricia avaient laissé dans le salon. Vaisselle sale, bouteilles vides, vêtements éparpillés partout. Ma maison était exactement ce qu'elle était, le refuge de deux adultes irresponsables vivant comme d'éternels étudiants. César et Teodoro sont entrés, et leurs yeux ont immédiatement balayé le salon. J'ai vu leurs expressions changer légèrement en voyant Rodrigo et Patricia affalés sur les meubles comme deux phoques sur une plage. Mon fils portait le même t-shirt sale que la veille, et Patricia portait une culotte rose tachée de nourriture qu'elle semblait ne pas avoir enlevée depuis des jours. « Qui sont ces types ?» a demandé Rodrigo avec son manque de manière habituelle, en regardant les avocats comme s'ils étaient des extraterrestres. « Maman, j'espère que vous n'avez pas raté vos dettes. On n'a pas d'argent pour payer quoi que ce soit. » Patricia s'est assise sur le canapé, essayant de réarranger ses cheveux gras avec ses mains. Pour la première fois depuis des mois, je la vis nerveuse, probablement parce que la présence de ces hommes élégants lui faisait prendre conscience de son apparence déplorable. « Elsa, que se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il des inconnus chez nous ?» César me regarda avec une expression mêlant professionnalisme et compassion. Il avait clairement compris la dynamique familiale qui régnait chez moi. « Madame Morale, il serait préférable que nous parlions dans un endroit plus privé. Ce dont nous devons discuter est confidentiel et très délicat. »« Non, » interrompit Rodrigo en se levant du fauteuil avec des gestes maladroits. « Si cela concerne ma mère, cela me concerne aussi. Je suis son fils et Patricia est ma femme. Nous sommes une famille. Il n'y a pas de secret ici. » Sont-on été devenus agressifs, comme toujours lorsqu'ils sentaient perdre le contrôle d'une situation. César échangea un regard entendu avec Teodoro, puis me regarda droit dans les yeux. « Madame Morale, êtes-vous sûre de vouloir la présence de ces personnes lors de notre conversation? Ce que nous allons vous révéler est une information très sensible. Quelque chose en moi s'est réveillé à cet instant. Une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un courage que je croyais perdu à jamais. Je regardais Rodrigo et Patricia, qui m'observaient avec ce mélange de curiosité et d'arrogance que je connaissais aussi. Je repensais à toutes ces années d'humiliation, à toutes ces nuits où j'avais pleuré en silence, à toutes ces fois où ils m'avaient traité comme leur servante personnelle. « Oui, » dis-je d'une voix plus ferme que je ne l'avais fait depuis longtemps. « Je veux que tu restes. Je veux que tu écoutes tout ce que tu as à me dire, car au fond de moi, je savais que ce que j'allais entendre serait le moment le plus doux de ma vie, le moment où Rodrigo et Patricia découvriraient qu'ils avaient maltraité la mauvaise personne. » César hocha la tête et ouvrit sa mallette d'un geste précis. Il en sortit un épais dossier rempli de documents qui semblait très officiel. Le silence dans la pièce était devenu si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Même la télévision s'était tue, comme si l'univers lui-même avait voulu assister à ce moment historique. « Madame Elsa Morale » commença César d'une voix solennelle. « Nous vous cherchons depuis 6 mois. Vous êtes l'héritière principale de la succession de votre oncle paternel, Monsieur Roberto Morale Salinas, décédé l'année dernière à Los Angeles, en Californie. » Rodrigo et Patricia échangèrent un regard perplexe. Ils ne comprenaient visiblement pas l'ampleur de la situation. Pour eux, le mot héritage signifiait probablement quelques vieux meubles, ou peut-être quelques centaines de dollars. « Roberto Morale » murmurai-je, feignant la surprise, même si mon cœur connaissait déjà la réponse. Je n'avais plus de ses nouvelles depuis plus de 30 ans. Je ne savais même pas qu'il était mort. Teodoro s'approcha et me montra une photo en noir et blanc d'un homme dont je me souvenais vaguement de mon enfance.
Votre oncle Roberto avait immigré aux États-Unis dans les années 1980 et ne s'était jamais marié ni n'avait eu d'enfant. Il avait bâti un empire immobilier en Californie et dans son testament, vous avez désigné comme son unique héritier. Un empire immobilier, demanda Patricia d'une voix rauque, comme si les mots venaient d'une langue étrangère. Son visage avait complètement changé, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je la voyais vraiment nerveuse. César me regarda droit dans les yeux avant de prononcer ces mots qui, il le savait, allaient tout changer à jamais. Madame Morale, la valeur totale de votre succession est estimée à 400 000 $. Cela comprend les propriétés, les placements, les comptes bancaires et quelques autres actifs. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rodrigo resta bouche bée, et Patricia s'effondra sur le canapé comme si on lui avait arraché tous les os. Leurs expressions de soca absolue valaient plus que tous les millions dont elle venait d'hériter. 2 millions. Balbutia Rodrigo comme si les mots étaient trop grands pour sa bouche. De vrais dollars. César sourit d'un air professionnel. Tout à fait vrai, jeune homme. Ta mère est maintenant une femme très aisée. Les formalités administratives sont presque terminées. Il ne nous reste plus qu'à demander à Madame Morale de signer quelques documents et de fournir une pièce d'identité officielle. Patricia se leva brusquement du canapé, comme sous l'effet d'une décharge électrique. Son visage avait complètement changé, et soudain, toute son arrogance avait disparu. « Elsa, ma chère Elsa » commença-t-il d'une voix mielleuse que je ne lui avais jamais entendue. « Quelle merveilleuse nouvelle. Nous sommes si heureux pour toi, n'est-ce pas, Rodrigo ?» Mon fils hocha la tête comme une poupée mécanique, essayant visiblement de traiter l'information qui venait de lui fuser dans la tête. « Oui, maman, bien sûr, nous sommes très heureux. Nous savions qu'un jour ta vie changerait. Nous avons toujours cru en toi. » Je les regardai tous les deux et, pour la première fois depuis des années, ce fut moi qui fus prise d'envie de rire. Car après 2 ans d'humiliation, de moquerie, à me traiter comme leur domestique personnel, maintenant qu'ils savaient que j'avais de l'argent, j'étais soudain aimée, et ils avaient toujours cru en moi. Mais je ne dis rien, je souris simplement. Un petit sourire silencieux, mais plein de promesses, car ce n'était que le début. Et le meilleur, assurément le meilleur, restait à venir. Les jours suivants furent les plus étranges de toute ma vie. Après le départ de César et Teodoro, avec ma promesse d'aller signer les papiers à leur bureau le lendemain, la transformation de Rodrigo et Patricia fut si soudaine qu'elle aurait été comique si elle n'avait été aussi pathétique. Du jour au lendemain, ils passèrent de me traiter comme leur domestique à se comporter comme si j'étais la reine d'Angleterre. Le soir même, Patricia apparut dans la cuisine pendant que je préparais le dîner, mais au lieu d'exiger que je la serve comme elle le faisait toujours, elle se tint à côté de moi avec un sourire si faux qu'il était douloureux de la regarder. « Elsa, ma chère belle-mère, me dit d'une voix mielleuse, pourquoi ne t'assieds-tu pas et te reposes-tu? Je peux finir de cuisiner. Tu as travaillé si dur toutes ces années, tu mérites une pause. » Rodrigo ne se laissa pas distancer. Il est apparu quelques minutes plus tard, mes vieilles pantoufles à la main, celles-là même qu'il avait piétinées et frappées des centaines de fois lorsqu'elles se mettaient en travers de son chemin. « Maman, mets ces pantoufles confortables et assieds-toi sur le canapé. Patricia et moi nous occuperons de tout ce soir. C'est le moins que l'on puisse faire pour toi après tant d'années de sacrifice. » Assise dans mon fauteuil, celui-là même où Rodrigo avait posé ses pieds sales pendant 2 ans, je les regardais se déplacer dans la maison comme 2 très mauvais acteurs répétant une pièce qu'ils ne connaissaient pas. Patricia essayait de cuisiner, mais visiblement elle ne savait pas allumer le poêle correctement. Rodrigo essayait de débarrasser la table, mais il le faisait si maladroitement qu'il finissait par renverser d'autres choses. « Ne vous inquiétez pas, leur dis-je avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'y arrive. J'y suis habitué. » Mais ils persistaient, désespérés de prouver qu'ils étaient des enfants dévoués et des nomades, et non les parasites qu'ils avaient été. Pendant le dîner, que Patricia avait légèrement brûlé faute de pouvoir maîtriser le feu, leurs tentatives de conversation furent encore plus pathétiques. « Elsa, » me dit Patricia en mâchant avec une fausse délicatesse. « J'ai repensé à tout ce que tu as fait pour nous. Tu es une femme si forte et si courageuse. Rodrigo et moi avons toujours admiré ton dévouement au travail. » Rodrigo hocha la tête avec tant de vigueur que je crus qu'il allait se faire mal au cou. « Exactement, maman. On t'a toujours respecté. Quand mes amis venaient et qu'on plaisantait, c'était juste nous deux. C'était juste parce qu'on était nerveuses. On savait que tu étais spéciale, qu'il allait arriver quelque chose d'important. On avait raison, non? J'ai mangé en silence, savourant chaque bouchée, non seulement de la nourriture brûlée, mais aussi de la délicieuse situation qui se déroulait sous mes yeux. Ils ignoraient que j'avais surpris la conversation dans le bus avant l'arrivée des avocats. Ils pensaient que l'héritage avait été une surprise pour moi aussi.
J'ignorais que j'avais eu des jours pour planifier exactement ce que j'allais faire. Le lendemain, quand je suis revenue du bureau de César avec tous les papiers signés et les comptes bancaires activés, Rodrigo et Patricia m'attendaient dans le salon comme deux chiens anxieux attendant leur maître. La maison était plus propre qu'elle ne l'avait été depuis des mois, et je sentais qu'ils avaient utilisé mon désodorisant le plus cher, celui réservé aux grandes occasions qui n'arrivaient jamais. « Comment ça s'est passé, maman ?» demanda Rodrigo, son sourire si large qu'il semblait sur le point de lui fendre le visage. « Tu es oficialmente millonaire. » Elle essaya de prendre un ton désinvolte, mais je voyais l'avidité briller dans ses yeux comme des néons. « Tout s'est bien passé, » répondis-je avec le même calme que j'avais gardé pendant des jours. Les avocats avaient dit que dans une semaine, j'aurais accès à tous les fonds. Ce que je ne leur avais pas dit, c'est que César m'avait accordé une avance de 50 000 $ pour les dépenses immédiates, argent déjà en sécurité sur un nouveau compte bancaire qu'il avait ouvert à mon nom. Patricia s'approcha de moi et, pour la première fois depuis 2 ans, me serra dans ses bras. C'était une étreinte feinte et calculée, mais elle le fit avec une telle théâtralité que j'avais l'impression d'être dans un feuilleton. « Elsa, je suis tellement heureux pour toi. Tu le mérites tellement, après tout ce que tu as traversé. Rodrigo et moi avons discuté et nous voulons nous assurer que tu profites pleinement de ta nouvelle situation. » « Exactement. » ajouta Rodrigo, assis à côté de moi sur le canapé avec une complicité qu'il n'avait pas montrée depuis mon enfance. « Patricia et moi avons décidé de prendre mieux soin de toi que jamais. Nous veillerons à ce que tu n'aies à te soucier de rien. Nous gérerons ton argent, te protégerons des personnes qui essaient de profiter de toi. » C'était la véritable raison de leur acte. Ce n'était pas de l'amour filial, ni des regrets pour la façon dont ils m'avaient traité, mais l'ambition pure et simple de contrôler mon argent. Ils voulaient devenir mes managers pour pouvoir continuer à vivre de mon travail, mais avec un budget beaucoup plus généreux. Nous avons mené nos recherches, continua Patricia avec un enthousiasme fin. Nous pensons que tu devrais acheter une maison plus grande dans un meilleur quartier. Une maison où nous pourrions tous vivre confortablement, avec assez d'espace pour une famille comme la nôtre. Et une nouvelle voiture, ajouta Rodrigo, les yeux brillants d'avidité. Tu as besoin d'une nouvelle voiture, maman. Quelque chose de sûr et de fiable. Patricia et moi pourrions t'aider à la gérer. Bien sûr, nous sommes plus jeunes, nous avons de meilleurs réflexes. J'écoutais leurs plans avec un sourire serein, faisant semblant d'examiner chacune de leurs suggestions. Ils interprétaient mais le silence était une forme d'acceptation, et leurs idées devinrent de plus en plus élaborées. Ils parlèrent de vacances en famille, d'investissements qu'ils pourraient superviser, d'affaires qu'ils pourraient gérer pour moi. Dans leur esprit, ils avaient déjà dépensé 3 fois des misones. Cette nuit-là, tandis qu'ils dormaient profondément en rêvant de mon argent, je restais éveillée dans mon lit, les yeux fixés au plafond, ressentant une satisfaction que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Pendant des décennies, j'avais été invisible, ignorée, méprisée, mais maintenant j'avais ce qu'ils désiraient désespérément, et pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir. Les jours suivants furent une comédie d'erreurs avec Rodrigo et Patricia. Ils se levèrent tôt pour me préparer le petit déjeuner, même si aucun d'eux ne savait bien cuisiner. Ils proposèrent de faire les courses, mais oublièrent toujours de me rendre la monnaie. Ils firent le ménage, mais cassèrent plus de choses qu'ils ne réparèrent. Tout cela parce qu'ils pensaient qu'en étant gentils avec moi, je partagerais ma fortune avec eux. Le plus drôle, c'est qu'ils avaient recommencé à inviter leurs amis, mais cette fois pour se vanter. « Ma belle-mère, je suis millionnaire », disait Patricia à qui voulait l'entendre. « Nous sommes une famille très chanceuse maintenant. » Rodrigo racontait des histoires élaborées sur le fait que j'avais toujours su que j'avais le potentiel pour devenir riche, comme si mon héritage était le fruit de mes actions et non de la mort d'un oncle dont je ne me souvenais même pas. Mais j'avais mes propres projets pendant ces moments de drame familial. J'étais occupée à passer des coups de fil discrets, à me rendre dans des bureaux alors qu'ils me croyaient au supermarché, et à préparer une surprise qu'aucun de nous n'avait imaginée. Une semaine après l'arrivée des avocats, tout était prêt. J'avais parlé à un agent immobilier de la vente de la maison. J'avais consulté un comptable sur les meilleurs placements. J'avais consulté un autre avocat pour rédiger des documents importants et, surtout, j'avais pris une décision concernant l'avenir de Rodrigo et Patricia. Ce soir-là, alors que nous mangions un autre de leurs plats mal préparés, je leur ai souri avec un bonheur sincère. « Les gars, ai-je dit d'une voix douce, demain, on va manger. » Une petite réunion de famille. Il y a des choses importantes dont je veux discuter avec toi concernant notre avenir. Leurs visages s'illuminèrent comme des sapins de Noël. De toute évidence, ils pensaient que j'allais annoncer officiellement ma décision de partager ma fortune avec eux. J'ignorais que le spectacle qu'ils organisaient depuis une semaine allait bientôt prendre fin et que la fin que j'avais prévue serait bien plus satisfaisante que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le matin de notre réunion de famille arriva, sous un ciel clair qui semblait faire la fête avec moi.
Rodrigo et Patricia se réveillèrent plus tôt que jamais, et je les entendis chuchoter avec excitation dans leur chambre, se préparant pour ce qu'ils croyaient être le jour le plus important de leur vie. Ils calculaient probablement combien d'argent chacun gagnerait, planifiaient ce qu'ils achèteraient en premier, imaginaient la vie de luxe qui allait commencer pour eux. Je me suis habillée avec un soin particulier ce matin-là. J'ai mis ma plus belle robe, une robe vert émeraude que j'avais achetée des années auparavant pour un mariage et que je n'avais jamais eu l'occasion de porter par la suite. J'ai coiffé mes cheveux d'une manière différente, plus élégante, et je me suis même maquillée. J'avais accumulé des provisions pendant des mois. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis des années. Une femme digne, puissante, maîtresse de sa vie. Patricia m'a accueillie dans la cuisine avec un sourire si large qu'on aurait dit qu'elle avait tourné la tête. « Elsa, tu es magnifique aujourd'hui. Cette robe te va à ravir. Elle est neuve. » Bien sûr, elle n'était pas neuve. Elle m'avait déjà vu la porter, mais maintenant que j'avais de l'argent, tout en moi semblait différent, plus précieux, plus digne d'éloge. « Merci, Patricia. » ai-je répondu avec un sourire qu'elle a interprété comme de la gratitude, mais qui n'était en fait que pure anticipation. « Vous êtes superbe aujourd'hui aussi. » Et c'était vrai. Rodrigo avait enfilé une chemise que je ne me souvenais pas avoir vue depuis des mois, et Patricia portait une robe jaune qu'elle avait probablement récupérée du fond de son placard pour l'occasion. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble comme une famille normale, ce que nous n'avions pas fait depuis des années. Elles ont discuté avec animation de la météo, de l'actualité, de tout ce qui pouvait rendre la conversation légère et agréable. Ils étaient visiblement nerveux, mais aussi excités. De temps en temps, ils se lançaient un regard entendu, comme deux conspirateurs sur le point de gagner le gros lot. Après le petit déjeuner, nous nous sommes installés dans le salon. Je me suis installée dans mon fauteuil préféré, celui-là même où Rodrigo avait posé ses pieds sales pendant 2 ans, et ils se sont installés sur le canapé en face de moi, comme deux étudiants attendant les résultats d'un examen qu'ils savaient avoir réussi avec mention. Eh bien, ai-je commencé d'une voix calme. Comme vous le savez, ma vie a complètement changé la semaine dernière. Cet héritage a été une bénédiction à laquelle je ne m'attendais pas, et j'ai eu le temps de réfléchir sérieusement à ce que j'allais faire de cette opportunité. Rodrigo se pencha en avant, les yeux brillants d'impatience. « Bien sûr, maman, tu as travaillé si dur toute ta vie que tu mérites de profiter de cet argent. Patricia et moi sommes là pour te soutenir dans toutes tes décisions. » « Exactement, » a ajouté Patricia d'une voix mielleuse. « Nous sommes une famille, et les familles se soutiennent mutuellement. Ce qui est à toi est à nous, et ce qui est à nous est à toi. Ça a toujours été comme ça entre nous. » Leur capacité à réécrire l'histoire était si impressionnante que j'avais presque envie d'applaudir. J'ai hoché la tête lentement, comme si je réfléchissais profondément à leurs paroles. Ils ont raison à propos des familles. Les vraies familles se soutiennent, se respectent, veillent les unes sur les autres et travaillent ensemble pour avancer. J'ai marqué une pause dramatique, savourant l'impatience qui se lisait sur leurs visages. C'est pourquoi j'ai pris des décisions importantes. Leurs sourires s'écarquillèrent encore, si c'était possible. Rodrigo se frotta les mains, comme s'il sentait déjà les billets entre ses doigts. Patricia s'installa sur le canapé, telle une reine attendant son couronnement. D'abord, j'ai continué d'une voix claire et ferme. J'ai décidé de vendre cette maison. Elle est trop grande pour une seule personne et, franchement, elle recèle trop de souvenirs douloureux. Leurs sourires ont légèrement faibli, mais se sont vite rétablis. Ils pensaient probablement que nous emménagions ensemble dans un manoir. Ensuite, j'ai acheté une nouvelle maison, une belle maison dans un quartier calme avec un jardin et une vue sur le parc, une maison où je peux commencer une nouvelle étape de ma vie. Ma vie est. Patricia a applaudi comme une petite fille, et Rodrigo a levé le pouce. Troisièmement, ai-je dit, et là, ma voix est devenue un peu plus sérieuse. J'ai décidé de faire des dons importants. Je vais donner de l'argent à des associations qui aident les femmes qui travaillent, les personnes âgées seules, celles qui ont vraiment besoin d'une seconde chance. C'est très gentil de ta part, maman, a dit Rodrigo. Bien que je percevais une légère nervosité dans sa voix, ne donne pas tout. Pense aussi à ta famille, à ceux qui ont toujours été là pour toi. J'ai souri à sa remarque. Oh, ne t'inquiète pas, Rodrigo. J'ai vraiment pensé à ceux qui ont été là pour moi. J'ai beaucoup pensé à eux. Je me suis levée de ma chaise et me suis dirigée vers la fenêtre, leur tournant le dos un instant pour qu'ils ne voient pas le sourire qui s'illuminait sur mon visage. En fait, je me suis retournée pour leur faire face. J'ai tellement pensé à vous deux que j'ai pris une décision très importante pour votre avenir. Leurs yeux s'illuminèrent comme si c'était Noël et leur anniversaire en même temps. J'ai décidé qu'il était temps pour toi d'apprendre à être indépendante. Il était temps pour toi de découvrir combien c'est merveilleux de travailler, de gagner son propre argent, de construire sa vie de ses propres mains.
L'atmosphère dans la pièce changea subtilement. Leurs sourires se figèrent comme s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir bien entendu. « Que veux-tu dire exactement, maman » demanda Rodrigo d'une voix prudente. « Enfin, ma nouvelle maison n'a que 2 chambres, une pour moi et une pour les visiteurs occasionnels. Il n'y a pas de place pour des invités permanents. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres sur un lac calme. Patricia writ nerveusement. « Mais Elsa, tu peux quand même acheter une maison plus grande ? Avec 2 millions de dollars, tu peux t'offrir une immense maison où nous pourrons tous vivre confortablement. » Je pourrais, ai-je admis, mais je ne veux pas. Voyez-vous, ces derniers jours ont été très révélateurs pour moi. J'ai eu le temps de réfléchir à ces 2 dernières années, à la façon dont j'ai été traitée chez moi, à ce que signifie vraiment la famille. Rodrigo se leva brusquement, et je vis son visage bienveillant s'estomper peu à peu. « Maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Nous sommes ta famille. Nous avons pris soin de toi toutes ces années. Prends soin de moi, ai-je répété, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai laissé transparaître une partie de ma véritable émotion dans ma voix. C'est comme ça qu'ils appellent ça, parce que je me souviens très bien des choses. » Patricia se leva à son tour, et je vis une véritable panique se dessiner dans ses yeux. « Elsa, je crois que tu es perdue. Peut-être que le stress de toute cette situation te pèse. Rodrigo et moi t'avons toujours traité avec respect et affection. » Je me dirigeai vers une table d'appoint où j'avais posé une petite boîte ce matin-là. Je l'ouvris lentement et en sortis une épaisse enveloppe. « C'est intéressant que tu parles de respect et d'affection, » dis-je en tenant l'enveloppe dans mes mains. « Parce que j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi, un cadeau qui reflète exactement le même respect et la même affection que tu m'as témoigné ces 2 dernières années. » Ses yeux se fixèrent sur l'enveloppe comme sur un serpent venimeux. L'atmosphère dans la pièce était devenue si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais totalement maître de la situation. Le moment que j'attendais était enfin arrivé, l'heure de vérité, le moment où Rodrigo et Patricia allaient découvrir que leur jour de luxe gratuit était révolu. C'était fini. J'ouvris lentement l'enveloppe, savourant chaque seconde de la tension qui s'était emparée de la pièce. Rodrigo et Patricia me fixaient comme si j'étais une bombe sur le point d'exploser, et d'une certaine manière, c'était le cas. Je sortis 2 documents identiques, soigneusement pliés, et les tins dans mes mains comme s'il s'agissait des cartes les plus importantes du monde. « Ceci, dis-je d'une voix claire et ferme, sont des contrats de location. 2 contrats distincts pour 2 petits mais corrects appartements à l'autre bout de la ville. Les 3 premiers mois sont payés. Avec toute ma courtoisie. Ensuite, vous devrez gérer vos dépenses. » Le silence qui suivit fut si profond que j'entendis le tic-tac de l'horloge de parquet qui avait appartenu à ma mère. Rodrigo resta bouche bée comme un poisson hors de l'eau, et Patricia sembla s'être transformée en statue de sel. Leur cerveau peinait visiblement à traiter l'information qu'ils venaient de recevoir. « Appartement » murmura finalement Patricia, comme si le mot venait d'une langue étrangère. « Separa. » Pourquoi séparer ? Je souris avec la douceur d'une grand-mère conseillant ses petits-enfants adorés. « Parce que je crois fermement que vous avez besoin de temps pour vous retrouver. Rodrigo, tu as 35 ans et tu n'as jamais vécu seul. Patricia, tu as 30 ans et tu t'es mariée directement de chez tes parents à la mienne. Aucun de vous n'a eu la chance de découvrir qui tu es vraiment sans quelqu'un d'autre pour te soutenir. » Rodrigo est devenu rouge comme une tomate. « Maman, c'est ridicule. Nous sommes une famille. Les couples mariés vivent ensemble. Tu ne peux pas nous séparer comme ça. »« Je ne vous séparerai pas, » ai-je répondu calmement. « Je vous donne une chance. S'ils s'aiment vraiment autant qu'ils le prétendent, s'ils forment un couple solide, alors ils pourront survivre à quelques mois de séparation, le temps que chacun apprenne à subvenir à ses besoins. » Patricia s'approcha de moi d'un pas hésitant, comme si elle marchait sur un fil. « Elsa, ma chérie, je crois que tu n'as pas les idées claires. Pourquoi voudrais-tu qu'on parte ? On est heureux ici. Tu es heureuse avec nous ici. On a toujours été une famille unie. » Je l'ai regardée droit dans les yeux, et pour la première fois depuis 2 ans, c'est elle qui a baissé les yeux la première. « Patricia, voudrais-tu que je te raconte quelques-uns des moments les plus mémorables de notre vie de famille ? Veux-tu te souvenir de la fois où tu m'as dit que j'étais une vieille femme inutile devant tes amis ? Ou de la fois où Rodrigo a dit à ses amis que j'étais la femme la plus pauvre du quartier ? » Leurs visages sont devenus pâles en réalisant que je me souvenais parfaitement de chaque humiliation, de chaque insulte, de chaque moment de mépris qu'il m'avait infligé. Rodrigo a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main pour le faire taire. « Ou peut-être préférerais-tu qu'on se souvienne d'hier soir, quand tes amis étaient là à se moquer de mon travail, de mes vêtements, de ma vie entière, pendant que vous riez comme si j'étais la plus drôle du monde. » C'était une blague, a balbutié Rodrigo, mais sa voix était faible et peu convaincante. On n'était pas sérieux. On était
Conduit. Jouer, ai-je répété, et j'ai laissé un peu de glace s'infiltrer dans ma voix. 2 ans de taquinerie constante, c'était un jeu. Me traiter comme leur femme de chambre personnelle, c'était amusant. Dépenser mon argent en me traitant de perdante, c'était leur divertissement. Patricia a essayé de se rapprocher, mais j'ai reculé. Elsa, si on t'a blessée, c'était involontaire. On a peut-être été un peu dur par moments, mais c'était parce qu'on était stressé. Ne pas avoir de travail est très difficile, et parfois les gens disent des choses qu'ils ne devraient pas. J'ai posé la question par hasard, et j'ai ri pour la première fois de la conversation. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un rire rempli d'années de souffrance accumulées. Patricia, tu étais passée maître dans l'art de m'humilier. Tu étais créative, cohérente et très réfléchie. Rodrigo s'approcha de la table où j'avais laissé les contrats de location et les prit d'une main tremblante. Maman, ces appartements sont dans le quartier le moins cher de la ville. Ce sont des endroits horribles. On ne peut pas y vivre. Ce sont des endroits parfaits pour ceux qui commencent leur vie indépendante, répondis-je. Ils sont sûrs, propres et parfaitement adaptés à quelqu'un qui travaille pour payer son loyer. Du travail, cria Patricia comme si j'avais proféré un blasphème. Elsa, tu as 2 millions de dollars. Tu peux subvenir à nos besoins confortablement jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi voudrais-tu qu'on souffre en travaillant alors que ce n'est pas nécessaire? Je la regardais avec un mélange d'étonnement et de pitié. Pourquoi voudrais-je que tu travailles? Peut-être parce que pendant 2 ans tu m'as regardé travailler 14 heures par jour pour te soutenir sans jamais proposer ton aide. Peut-être parce que je pense que le travail leur donnerait dignité, but et fierté. Mais nous sommes une famille, insista Rodrigo, et je percevais un désespoir sincère dans sa voix. Les familles se soutiennent mutuellement. Tu as la capacité de nous soutenir, alors tu as raison. Tu as raison à propos des familles, reconnus-je. Les familles se soutiennent, mais se soutenir ne signifie pas qu'une personne travaille comme une esclave pendant que les 2 autres vivent comme des parasites. Se soutenir signifie réciprocité, respect, contribution mutuelle. Patricia s'affala sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, après tout le temps qu'on a passé en famille, tu nous jettes à la rue comme des étrangers. Je ne te jette pas à la rue, me repris-je. Je te donne des appartements payés pour 3 mois et la chance de construire ta vie. C'est plus de générosité que ce que vous avez tous fait à mon égard quand j'avais besoin de compréhension et de respect. Rodrigo froissa les contrats de location dans ses mains et les jeta par terre d'un geste théâtral. On ne part pas. C'est aussi notre maison. Nous vivons ici depuis 2 ans. Nous avons des droits. Je me suis dirigée vers une autre table où j'avais préparé d'autres documents ce matin-là. J'ai sorti un dossier et l'ai ouvert calmement. C'est drôle que tu parles de droit, Rodrigo, car il s'avère que j'avais aussi consulté un avocat à ce sujet. Ses yeux étaient rivés sur les documents comme s'ils étaient des serpents venimeux. Selon la loi, ai-je continué, vous êtes des invités chez moi, pas des locataires. Vous n'avez pas de bail, vous ne payez pas de loyer et vous n'avez aucun droit de rester ici si je ne le souhaite pas. Patricia s'est relevée du canapé. C'est une vengeance. Elle est cruelle et vindicative. L'argent t'a changé, Elsa. Tu es devenue une personne horrible. Je l'ai regardée avec un sourire serein que j'avais pratiqué devant le miroir pendant des jours. Tu sais quoi, Patricia? Tu as raison. L'argent m'a changé. Il m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. La possibilité de choisir comment je voulais être traitée. Et j'ai choisi de ne plus être traitée comme leur servante personnelle. L'atmosphère dans la pièce était chargée de tension, de colère et d'un désespoir grandissant chez Rodrigo et Patricia. Mais je me sentais plus calme et plus puissante que depuis des décennies, car enfin, après des années d'humiliation, j'avais le contrôle, et le meilleur, c'est qu'ils n'avaient pas encore entendu la meilleure partie de mon plan. Rodrigo ramassa les contrats froissés par terre et les lissa d'une main tremblante, comme si cela pouvait changer par magie les mots qui y étaient écrits. Maman, tu dois y réfléchir. Nous sommes ta seule famille. Que vas-tu faire sans nous? Vivre seule dans cette nouvelle maison comme une ermite. Patricia essuya des larmes qui semblaient plus nées de la colère que de la tristesse. Elsa, si tu nous mets dehors, tu vas le regretter. Tu vas être seule, complètement seule. Personne ne viendra te voir. Personne ne prendra soin de toi quand tu seras malade. Personne ne sera là quand tu auras besoin d'aide. Ces menaces voilées m'auraient terrifiée il y a une semaine, mais maintenant, elles ne me causaient qu'un mélange de pitié et d'amusement. Tu sais ce qu'il y a de drôle dans ce que tu viens de dire, Patricia? Ça décrit exactement la vie que je mène depuis 2 ans, seule, sans personne pour prendre soin de moi, sans personne pour m'aider. La seule différence, c'est que maintenant, je n'aurai plus à soutenir financièrement ceux qui m'ignorent.
Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé dehors, où j'ai vu ma voisine Diana arroser ses plantes dans le jardin. Diana, qui m'accueillait toujours avec un sourire sincère quand je rentrais du travail fatigué. Diana, qui m'avait proposé son aide plus de fois en 2 ans que Rodrigo et Patricia dans toute leur vie. D'ailleurs, j'ai continué sans me retourner. Tu sous-estimes sérieusement le nombre de personnes dans le monde qui savent ce que signifie travailler dur, qui comprennent la valeur du dévouement et de l'effort. J'ai rencontré plus de gentillesse sincère de la part d'inconnus m'aidant à porter mes courses que je n'en ai jamais reçu de toi à la maison. Rodrigo s'est approché de moi et m'a posé une main sur l'épaule. Un geste qui aurait été réconfortant venant d'un fils qui m'aimait vraiment, mais qui me semblait manipulateur et désespéré. Maman, je suis désolée. Patricia et moi sommes tellement désolés. Si nous t'avons blessé, c'était sans nous en rendre compte. Nous pouvons changer, nous pouvons être meilleurs. Je me suis tournée vers lui et j'ai vu que ses yeux étaient sincèrement humides. Mais ce n'était pas du regret que j'y ai vu. C'était de la pure panique à l'idée de devoir travailler pour gagner ma vie. Rodrigo, sais-tu combien de fois, ces 2 dernières années, j'ai pensé à te demander de m'aider? Combien de fois ai-je voulu te dire que j'étais fatiguée, que j'avais mal, que j'avais besoin d'affection? Sa main a glissé de mon épaule. Maman, tu n'as jamais dit que tu avais besoin d'aide. Je n'ai jamais dit que j'avais besoin d'aide, répétai-je en élevant légèrement la voix. Rodrigo rentrait tous les soirs avec de lourds sacs, les pieds gonflés, le dos douloureux, et vous ne leviez même pas les yeux de la télévision. Vous pensiez vraiment que je n'avais pas besoin d'aide, ou alors vous vous en fichiez. Patricia est venue aussi, et vous m'avez encerclé comme 2 prédateurs désespérés qui se rapprochent de leur proie. Elsa, on comprend que tu sois contrariée. On a peut-être été inconsidérés, mais c'est trop radical. Nous séparer, nous mettre à la porte, nous forcer à travailler, c'est cruel. Cruel. Demandai-je en riant, avec une amertume qui s'accumulait depuis des années. Vous voulez savoir ce qu'est la cruauté? La cruauté, c'est rentrer après 14 heures de travail et trouver 2 adultes en bonne santé allongés sur le canapé, se plaignant que la nourriture que j'ai apportée n'est pas assez bonne. Je me suis dirigée vers le milieu du salon, loin d'eux. La cruauté, c'est cumuler 2 boulots pour payer les factures tout en les écoutant me traiter d'échec. Cruel, c'est faire la lessive pour ceux qui me disent que je ne vaux rien. Cruel, c'est payer de la bière pour ceux qui invitent leurs amis à se moquer de moi chez moi. Mais on ne savait pas, commença Rodrigo, mais je l'interrompis d'un geste de la main. Il savait, si, dis-je fermement. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils aimaient ça. Ils en faisaient un divertissement pour leurs amis. Et maintenant qu'ils découvrent que j'ai de l'argent, ils veulent que j'oublie tout ça comme si de rien n'était. Patricia changea de tactique et devint dramatique, serrant son cœur comme une actrice de feuilleton. Elsa, nous sommes une famille. La famille pardonne. La famille n'abandonne pas ses membres lorsqu'ils font des erreurs. Tu as raison pour le pardon, reconnus-je. C'est pour ça que je leur donne des appartements payés pour 3 mois au lieu de les mettre à la rue aujourd'hui. C'est pour ça que je ne facture pas 2 ans de nourriture, de logement et de charges. C'est ça, le pardon. Rodrigo désespérait, et son masque de fils repentant commença à se fissurer. Mais l'argent suffit à tout le monde. 2 millions de dollars. On pourrait vivre confortablement jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi es-tu si égoïste? C'était le mot que j'attendais. Egoist. Egoist. Erptaie lentement. Rodrigo. Pendant 2 ans, j'ai dépensé chaque centime que j'ai gagné pour entretenir cette maison et nourrir 3 personnes. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains se fissurent et que mes pieds gonflent pour que tu puisses vivre sans souci. Et maintenant que j'ai enfin la chance de profiter de quelque chose pour moi, je suis égoïste de ne plus vouloir continuer à te soutenir. Patricia était furieuse, et tout son rôle de belle-fille inquiète s'est envolé comme une fumée. Tu sais quoi, Elsa? Tu as raison. On est jeune et on peut travailler, mais quand on est une vieille femme débile et qu'on a besoin de quelqu'un pour prendre soin de soi, ne viens pas pleurer. Sa vraie personnalité avait enfin éclaté. A fait surface et j'ai souri avec une satisfaction sincère. Patricia, cette menace aurait fonctionné il y a 1 semaine, quand j'étais émotionnellement dépendante de toi, mais maintenant j'ai les ressources pour prendre soin de moi. Je peux engager des infirmières professionnelles qui me traiteront avec respect, pas comme un fardeau. Rodrigo rougit de colère. D'accord, maman. Si c'est ce que tu veux, on y va. Mais ne t'attends pas à ce qu'on revienne quand tu te rendras compte de ton erreur. Ne t'attends pas à ce qu'on vienne te rendre visite dans ta nouvelle maison luxueuse. Je ne le veux pas, répondis-je avec un calme qui le surprit. En fait, je préférerais ne pas le faire, à moins que tu ne viennes avec une attitude complètement différente et la preuve que tu as appris ce que signifie travailler et contribuer à la société. Patricia ramassa son sac à main sur le canapé d'un geste saccadé et colérique. Rodrigo, allons-y.
On n'a pas besoin de rester ici à écouter les sermons d'une vieille femme aigrie, qui se croit meilleure que nous parce qu'elle a hérité d'un argent qu'elle n'a même pas gagné. Rodrigo la suivit jusqu'à la porte, mais s'arrêta et se tourna vers moi une dernière fois. Maman, quand tu dépenseras tout cet argent pour des bêtises et que tu te retrouveras à nouveau seule et pauvre, ne viens pas nous demander pardon. C'est ta décision, et tu vas devoir en assumer les conséquences. Je les ai regardés s'éloigner vers la porte et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un soulagement total et total. Rodrigo, leur ai-je crié avant qu'ils ne partent. Les appartements sont disponibles dès demain. Les clés sont chez le syndic. Vos noms figurent sur les contrats. Ils ont claqué ma porte d'entrée si fort que les fenêtres ont tremblé. Et pour la première fois depuis 2 ans, ma maison est tombée dans un silence total. Un silence magnifique, paisible, plein de possibilités. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai contemplé le salon qui ne serait bientôt plus le mien. Mais cette perspective ne m'attristait pas. Au contraire, elle m'excitait à l'idée du nouveau foyer qui m'attendait. Un foyer où je serais respectée, où mon travail serait valorisé, où ma dignité serait protégée. Car même si Rodrigo et Patricia l'ignoraient, ma vengeance ne faisait que commencer, et le meilleur restait à venir. 3 mois plus tard, j'étais assis dans le magnifique jardin de ma nouvelle maison, savourant une tasse de café en lisant le journal du matin. Ma nouvelle maison était tout ce dont j'avais rêvé. 2 chambres confortables, une cuisine moderne, un salon baigné de lumière naturelle et ce jardin parfait où je pouvais cultiver les fleurs dont j'avais toujours rêvé. C'était modeste comparé à ce que j'aurais pu acheter avec mon héritage, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin pour commencer ma nouvelle vie. La sonnette retentit, interrompant mon moment de paix matinale. Par la fenêtre, je vis une silhouette familière arpenter nerveusement mon allée. C'était Rodrigo, mais pas le Rodrigo arrogant et paresseux qui vivait chez moi depuis 2 ans. Ce Rodrigo avait des vêtements froissés, des cheveux en bataille et une expression de défaite que je n'avais jamais vue sur son visage. J'ouvris lentement la porte et vis immédiatement que les derniers mois ne lui avaient pas été tendres. Il avait maigri, des cernes profonds sous les yeux et ses mains étaient calleuses et sales. Preuve qu'il avait enfin compris ce que signifiait travailler de ses mains. « Salut, maman », me dit-il d'une voix complètement différente, humble, fatiguée, sans aucune trace de l'arrogance qui caractérisait autrefois chacun de ses mots. « Puis-je te parler quelques minutes ?» Je l'invitai à entrer, mais il resta sur le pas de la porte, regardant ma nouvelle maison avec des yeux mêlant admiration et regret. « C'est magnifique, maman, ça te va à merveille. » Nous nous sommes assis dans mon nouveau salon, sur des meubles que j'avais choisis moi-même, dans un espace qui m'appartenait entièrement. Rodrigo paraissait petit sur le canapé, comme un enfant venu confesser une horrible farce. « Maman » commença-t-il maladroitement. « Je voulais venir te dire que tu avais raison, surtout, sur le travail, sur l'indépendance, sur la façon dont on te traite. » Ses yeux se remplirent de larmes sincères, pas de ces larmes manipulatrices que j'avais vues lorsqu'il m'avait supplié de ne pas les mettre dehors. « Je travaille à l'usine depuis 2 mois, continua-t-il. Poste de 12 heures, 6 jours par semaine. Mes mains sont abîmées. Mes pieds me font constamment mal, et je rentre à la maison si fatiguée que je peux à peine manger avant de m'endormir. » Il marqua une pause et me regarda droit dans les yeux. « Et maintenant, je comprends ce que tu as enduré pendant des années pour nous soutenir. » J'écoutais en silence, sans interrompre, regardant mon fils enfin apprendre des leçons qu'il aurait dû apprendre il y a des décennies. « Patricia et moi avons rompu, avoua-t-il d'une voix brisée. Il s'avère que, sans ton argent pour assurer son confort, et obligée de faire le ménage dans des bureaux la nuit, elle a décidé qu'elle ne m'aimait plus. Elle est partie avec l'un de ses patrons la semaine dernière. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour lui, non pas parce que Patricia était partie, mais parce qu'il avait dû découvrir à ses dépens que son mariage avait été bâti sur mon argent et mon travail, et non sur le véritable amour. « Je suis désolé, Rodrigo, » dis-je sincèrement. « Je sais que ça fait mal. » Il hocha la tête et s'essuya les yeux du revers de sa main calleuse. « Mais tu sais quoi, maman ? D'une certaine manière, je suis content parce que pour la première fois de ma vie, je découvre qui je suis vraiment quand je dois me débrouiller seule, et je n'aime pas ce que je vois, mais au moins c'est vrai. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux et la tête entre les mains. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces derniers mois, pour me souvenir de toutes les fois où je t'ai humilié, traité comme notre domestique, permis à Patricia de te manquer de respect chez toi. Rodrigo, non, maman, laisse-moi finir. Il faut que je te dise ça. » Sa voix devint plus ferme. « J'étais un fils horrible. Non, pire qu'horrible. J'étais cruel, égoïste et complètement aveugle à tout ce que tu as sacrifié pour moi, pas seulement pendant ces 2 années, mais toute ma vie. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où j'avais planté des roses rouges qui fleurissaient maintenant magnifiquement. « Enfant, je n'ai jamais manqué de rien.
J'ai toujours eu de la nourriture, des vêtements, des jouets, une éducation. Je n'ai jamais. Je me demandais d'où venait tout ça. Je n'avais jamais pensé à toutes les heures que tu avais travaillé pour me l'offrir. Il se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Et quand papa est mort et que tu t'es retrouvé seul à tenir la maison, au lieu de t'aider, je suis devenue un fardeau supplémentaire. Patricia et moi avons fait de toi notre employé personnel, et le pire, c'est que nous avons apprécié ça. Je me suis levée et je me suis approchée de lui. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon vrai fils sous tout son égoïsme et sa paresse. J'ai vu le garçon qu'il était avant que la vie ne le corrompe. Rodrigo, dis-je doucement. J'apprécie que tu sois venu t'excuser. Ça me touche beaucoup d'entendre ces mots. Je ne suis pas venu juste pour m'excuser, maman. Je suis venu te demander si un jour tu pourrais me pardonner, si un jour nous pourrions essayer de reconstruire une vraie relation mère-fils. Je l'ai regardé un long moment, voyant la sincérité dans ses yeux, l'humilité authentique dans son attitude. Rodrigo, je t'ai déjà pardonné il y a des mois. Le pardon n'est pas quelque chose que je donne quand l'autre le mérite. C'est quelque chose que je veux faire quelque chose pour ma tranquillité d'esprit. Ses yeux s'écarquillèrent. Ils brillèrent d'espoir. Alors, nous pourrions essayer de prendre un nouveau départ. Nous pouvons essayer de construire quelque chose de nouveau, lui dis-je prudemment. Mais cela doit être basé sur le respect mutuel, l'honnêteté et la compréhension que nous sommes tous deux des adultes indépendants qui prenons soin de nous. Il hocha vigoureusement la tête. Je comprends. Je n'attends plus de toi que tu me soutiennes. Je n'attends ni argent, ni cadeau, ni que tu résolves mes problèmes. J'espère juste. J'espère qu'avec le temps, tu pourras à nouveau être fier de moi. Ces mots ont touché quelque chose au plus profond de mon cœur. Rodrigo, je suis déjà fier de toi, fier que tu aies eu le courage de venir ici, d'admettre tes erreurs, de travailler dur, même si c'était difficile. Nous nous sommes serrés dans nos bras pour la première fois depuis des années, et cette étreinte était différente. Ce n'était pas l'étreinte manipulatrice de quelqu'un qui voulait quelque chose de moi. C'était l'étreinte d'un fils qui comprenait enfin la valeur de sa mère. Lorsqu'elle est partie cet après-midi-là, après avoir bu du thé et discuté pendant des heures de ses projets de continuer à travailler et peut-être d'étudier le soir, je me suis assise dans mon jardin et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Ma vengeance n'avait été ni cruelle ni destructrice, elle avait été instructive. Elle avait donné à Rodrigo et Patricia exactement ce dont ils avaient besoin. La chance de grandir, d'apprendre, de découvrir qu'ils étaient vraiment, sans personne pour résoudre leurs problèmes. Patricia avait encore choisi la facilité, en trouvant un autre homme pour la soutenir. Mais Rodrigo avait choisi la voie difficile, celle de l'épanouissement personnel et de la responsabilité. Au crépuscule, tandis que j'arrosais mes rosiers et savourais la tranquillité de ma nouvelle maison, je me suis souvenu des paroles de César le jour où j'ai reçu mon héritage. Ta vie est sur le point de changer à jamais. Il avait raison, mais pas seulement parce que j'avais maintenant de l'argent. Ma vie avait changé parce que j'avais appris que le respect ne se demande pas, il s'exige. Que le véritable amour se démontre par des actes, pas par des paroles creuses. Et que parfois, la plus grande gentillesse que l'on puisse témoigner à quelqu'un est de le forcer à assumer les conséquences de ses décisions. Mon héritage ne m'avait pas seulement apporté la sécurité financière. Il m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. La force de me valoriser, d'exiger le respect que je méritais, et de construire des relations fondées sur l'amour. Un amour véritable, non pas une question de commodité économique. Et tandis que le soleil se couchait sur mon jardin parfait, j'ai souri, sachant que j'avais fait les bons choix, que j'avais utilisé ma seconde chance dans la vie non pas pour assouvir une vengeance cruelle, mais pour enseigner avec amour la leçon la plus importante de toutes. La dignité humaine n'a pas de prix et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie. Ways.